Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je comprends fort bien que ce père de famille ait eu quelques réserves me concernant. Mais sur le moment, cette décision paternelle me parut égoïste et ridicule. Pourquoi il la laisse pas venir avec moi? Parce que de son temps, il lui aurait été impossible de faire un tel voyage? Alors pourquoi sa fille le ferait, elle? C'est du pur égoïsme. S'il avait des craintes à mon sujet, il pouvait tout de même faire confiance à sa fille. À 20 ans, on sait quand même si quelqu'un a des intentions louches à son sujet. Une fois de plus, la chance n'était pas de mon côté. Et Michaela, pour ne pas envenimer son atmosphère familiale, allait mettre un point final à ce projet et clore le sujet en me laissant partir seul. J'allais la revoir une dernière fois au centre-ville, Michaela. Un jour que j'arrosais les potiches sur les chicanes de la rue des Remparts, elle s'arrêta et nous échangeâmes quelques mots. Pour ses vacances, elle allait passer quelques jours à Rome en compagnie d'Esther, son amie de chambre. J'avais connu une chouette copine et j'en garde encore un agréable souvenir. Dimanche 3 août, j'avais décidé des dates de mes vacances et passé à l'action. Durant la semaine qui venait de passer, Chantal m'avait fait savoir que, du 14 au 17 août, elle allait être en congé. Plus que jamais, elle était décidée à découvrir en ma compagnie l'Italie du Nord ainsi que le Tessin, avant de quitter l'Europe. Cependant, elle allait me demander si j'accepterais que l'une de ses copines de travail se joigne à nous durant ces 4 jours. Je n'y fis pas d'objection. Mon seul regret, j'allais hélas devoir mettre mes fantasmes de côté et oublier le tête-à-tête de 4 jours que j'aurais pu vivre avec cette Canadienne, au charme langoureux. Il aurait été si plaisant et tellement plus intime ce voyage, sans une tierce personne. Mais je ne devais pas être trop exigeant, et me dis tout de même que partager une chambre avec 2 filles, ce serait tout de même plus agréable qu'avec des copains. Pour ne pas perdre un seul instant, je décidai de contacter l'hôtel Horta pour réserver notre chambre. Non par courrier, comme j'avais l'habitude de le faire, mais par téléphone, méthode beaucoup plus rapide. Ainsi, quelques minutes plus tard, j'étais en conversation avec Madame Bianchi Olgina, l'agréable patronne de l'Albergo Horta. Lorsqu'elle sut pour quelle raison je lui téléphonais, elle devait m'avouer, à son grand regret, que non seulement son hôtel était complet, mais qu'il me serait très difficile de trouver une chambre disponible en plein mois d'août. Car c'était sans doute la période de l'année où l'Italie tout entière prenait ses vacances estivales. Cette nouvelle n'était pas pour me réjouir, mais l'enjeu était trop gros et je ne devais pas perdre cette bataille. Nous allions tout de même partir comme prévu, et comme le dit l'expression, au petit bonheur la chance. Il était impossible de ne pas trouver ne serait-ce que pour une nuit une chambre où dormir. Et quand bien même. Cela aussi fait partie de l'aventure, quitter le pays sans même savoir où on allait dormir le soir même. Si ces vacances italiennes allaient se vivre au jour le jour, il n'allait pas en être de même pour mes vacances espagnoles. Pendant que j'avais le téléphone en main, j'allais également appeler l'hôtel Acapulco, à Playa de Haro. Quand le contact fut établi, je ne compris pas tout de suite avec qui je dialoguais. Après m'être présenté et avant de parler réservation, je précisais que j'avais dû annuler une première réservation au mois de juin suite à un accident. Ensuite, je demandai au réceptionniste s'il était encore possible de faire une réservation pour la fin août. La réponse, comme je devais m'y attendre, fut négative. Tout était complet jusqu'en septembre. Cela ne me contrariait pas beaucoup, et je réservai une chambre du 1er au 14 septembre. Quand le réceptionniste me demanda mon nom et mon adresse, ce fut l'effet de surprise pour moi. Alors mon nom, c'est Éric Burdet d'Yverdon-les-Bains. Oh, mais tu ne pouvais pas le dire tout de suite? Moi, je ne t'avais pas reconnu.
Attends, je vais chercher Sylvana et pour toi, elle va trouver une chambre en août. Mon étonnement fut total. J'avais l'impression d'être aussi influent qu'un conseiller d'État, si ce n'est le président de la Confédération. « Allô, Eric, c'est toi? Hola, Sylvana, c'est moi, comment est-ce? » Après que je lui ai donné mes nouvelles au sujet de mon état de santé, elle confirma les dires du réceptionniste, tout en m'avouant que l'hôtel affichait complet jusqu'à fin août. Cependant, il m'était possible, si je me devais de prendre mes vacances à ce moment-là, de loger en appartement, tout en prenant mes repas à l'hôtel. Elle me précisa encore que dès le 1er septembre, les tarifs hôteliers baissaient sensiblement, puisqu'on entrait en basse saison. Je lui fis alors savoir que si je désirais prendre mes vacances en août, c'était en grande partie pour retrouver Guéry, la Belge, que j'avais rencontrée au Camp du Bonheur l'année précédente. Concernant Guéry, Sylvana avait également quelque chose à m'apprendre. Guéry, bien qu'elle fût mère de 3 petites filles, avait néanmoins conservé un esprit jeune et quelque peu yéyé. Mais sa mère, qui, comme elle, était arrivée au camping Val-d'Oro depuis le mois d'avril, s'était fâchée avec sa fille. Et suite à cette brouille familiale, Guéry avait fait ses valises et quitté le Camp du Bonheur pour regagner la Belgique. Cette nouvelle allait changer mes intentions du tout au tout. Si personne ne m'attendait à Playa, à part le personnel de l'hôtel, si j'étais gagnant financièrement et comme je préférais davantage loger à l'Acapulco qu'en appartement, j'avais là 3 bonnes raisons d'attendre le mois suivant pour gagner la Méditerranée. C'est ainsi qu'en reposant le téléphone, j'allais décider des dates exactes de mes vacances et pouvoir dire le lendemain à mon chef que du 1er au 14 septembre, il ne devait pas compter sur moi parmi son personnel. Le lundi 4 août, j'allais en consultation auprès du docteur Kissler. Son diagnostic, j'étais parfaitement rétabli et pouvais reprendre le travail à 100% dès le lendemain. Le mercredi 13 août, mon travail terminé, je rentrais chez moi, prendre une douche et faire un brin de toilette avant de me rendre à Lausanne retrouver Chantal et sa copine. En effet, ces demoiselles m'avaient invité à souper et passer la soirée en leur compagnie avant notre départ le lendemain matin pour Horta. Ce soir-là, j'allais me régaler. Pour nous permettre de faire connaissance durant le repas, Chantal, dès mon arrivée, bondit à la cuisine, d'où elle revint quelques minutes plus tard avec un énorme plat de lasagne sur les bras. Ce fut donc ainsi, en mangeant, que j'allais faire la connaissance d'Yvette Boisson. Yvette était d'origine fribourgeoise et avait grandi dans le village de Rue, plus précisément. Elle était aide-infirmière à l'hôpital orthopédique depuis l'âge de 16 ans. Heureuse d'avoir quitté sa campagne et sa ferme familiale, elle se plaisait à Lausanne et ne voulait pour aucune raison quitter cette existence citadine. Elle avait 25 ans, était bien enveloppée et pas vilaine de visage. Notre souper terminé, question de faciliter notre digestion, nous nous rendîmes tout en marchant prendre un digestif dans un bar voisin du cinéma Athénée. Après quoi, nous regagnâmes nos appartements pour y passer la nuit. Ce soir-là, ma libido était à son comble. Chantal était une femme bien faite. Depuis ma nuit sur l'étang, mon instinct m'avait souvent lancé des défis lorsque j'étais en compagnie de jeunes filles. Mais étant donné ma condition physique, et par la suite mon savoir-vivre, j'avais tout de même été capable de résister à la tentation. Mais ce soir-là, j'allais passer une nuit dans la chambre de Chantal. Comme j'étais un garçon ben correct, j'avais pris avec moi mon sac de couchage. Mais avant de le dérouler, j'allais tout de même sonder le terrain et voir si j'avais une chance de goûter à ce plaisir que l'on dit charnel. Après un court dialogue, je restais sur ma faim, car comme le dit la chanson, elle ne répondit ni oui ni non, et semblait à la fois aussi désireuse que moi, mais néanmoins retenue par des responsabilités morales,
auxquelles elle ne devait pas se dérober. Ses responsabilités morales portaient les noms de Jacinthe ou encore d'Yvette. Pour ce qui était de Jacinthe, cela aurait pu être logique. C'était sa meilleure amie. Elle ne voulait pas rompre leur amitié pour le seul plaisir de passer une nuit d'agréables sensations. Mais hélas pour moi, sans suite possible. Car la nuit suivante déjà, Yvette serait de la partie et notre contact de la veille n'aurait pu être répété. Yvette aurait été à nos yeux une personne de trop. Alors, pour éviter tout remords, je m'endormis à même le sol dans mon sac de couchage, tout comme au bon vieux temps du Seberg. Je m'en veux, mais je vous l'avoue. Comment ne pas être amoureux de vous? J'étais sage et me voilà fou. Comment ne pas être amoureux de vous êtes la cause de mes insomnies. Faites quelque chose, c'est moi qui vous supplie. Malgré moi, je me sens jaloux et malheureux d'être amoureux de vous. Ne vous moquez pas, sauvez-moi de vous et délivrez-moi. Je suis à vos genoux. Parlez-moi, dites-moi surtout comment ne pas être amoureux de vous. Comment ne plus être amoureux de vous. Le lendemain matin, à 7 heures, nous quittions Lausanne. Le temps était magnifique. Aucun nuage et la journée s'annonçait chaude. Entre 9 et 10 heures, nous fîmes une première halte à Loesch-les-Bains. Nous montâmes tout d'abord au Torentorn en téléphérique, afin d'y admirer la vue entièrement dégagée sur la vallée du Rhône. Ensuite, pour nous rafraîchir en eau chaude, nous nous rendîmes à la piscine thermale de plein air où j'allais donner à Yvette sa première leçon de natation. À croire que je ne m'en sortais pas si mal en tant que maître nageur, puisqu'une dame, remarquant que j'initiais Yvette, me demanda également de lui apprendre à nager. En toute modestie, je fus bien forcé de lui avouer que je n'avais ni le droit ni les compétences d'un maître nageur, et qu'en plus,
nous ne faisions qu'une brève halte à Loèche, car l'Italie nous attendait. Si Yvette se donnait visiblement toute la peine du monde pour apprendre à flotter en barbotant, Chantal, elle, nageait comme une anguille et n'avait pas besoin de maître nageur. Cette escale terminée, nous reprîmes la route pour nous arrêter à Rarogne, afin d'y prendre notre repas du midi. À 3 heures, nous passions le col du Simplon, et à 5 heures, nous arrivions à Orta San Giulio. Sans perdre de temps, nous partîmes à la recherche d'une chambre pour la nuit. Après nous être arrêtés dans l'un des plus grands hôtels du village, complet lui aussi, nous aboutîmes finalement dans l'un des plus snobs, l'hôtel La Boussola. En 1976, 4 ans déjà que j'avais séjourné pour la première fois dans cet édifice en compagnie des ACN, présidé à l'époque par Philippe Pahu. Il ne restait qu'une chambre ce jour-là, ou plutôt une mansarde surchauffée par un soleil de plomb qui enflammait la toiture. Comme il faisait extrêmement chaud, nous gagnâmes la piscine de l'hôtel. Et ce n'est qu'une fois la nuit tombée que nous montâmes dans notre mansarde pour faire un brin de toilette. Après cela, nous allâmes souper à l'hôtel Horta, où l'excellence des plats, leur prix, ainsi que les liens d'amitié que j'entretenais avec la direction, m'incitaient à y revenir. Après avoir salué monsieur et madame Bianchi, ces derniers me laissèrent savoir que dès le lendemain, une chambre serait disponible pour nous. Et sans perdre une seconde, nous la réservâmes. Durant ce souper, j'allais faillir à ma ligne de conduite et devenir une proie facile pour les 2 panthères qui m'accompagnaient. Comme boisson, Chantal et Yvette avaient commandé du vin rosé durant le repas. Quand leur faim fut comblée, elles s'aperçurent qu'elles avaient commandé finalement plus de vin qu'elles ne pouvaient en boire. Avec une légère pointe d'ironie, je me permis de leur faire remarquer que lorsque l'on voulait jouer les grandes personnes, on s'arrangeait au moins pour terminer ses consommations sans en laisser les contenants à demi pleins. Je devais insister durant un long moment et faire preuve de patience pour les forcer à terminer leur vin, mais sans succès. Alors finalement je me décidai et en 2 verres je vidai la carafe. Pourquoi ce geste? Pour prouver aux 2 filles que je savais me surpasser en cas de nécessité? Pour relever un défi qu'elles m'avaient indirectement lancé? Non, je ne crois pas. C'était avant tout pour marquer cette aventure et sortir de l'ordinaire. Je crois que parfois dans la vie, il est nécessaire, dans les limites du raisonnable, de savoir prendre des risques pour ainsi mettre du piment dans son existence. Mais à peine avais-je terminé ma consommation que je fus pris d'une fatigue soudaine et peu ordinaire. Il me semblait avoir reçu une dose de produit anesthésique, certes légère, mais néanmoins suffisante pour me rendre vulnérable, tout en me laissant éveiller. Mes accompagnantes du corps médical n'eurent aucune difficulté à s'apercevoir de mon état. Ayant constaté ma vulnérabilité, elles ne me cachèrent pas que cette soirée allait être très mouvementée pour moi, mais alors très mouvementée. Qu'est-ce qu'elles vont me faire pour des crasses? Qu'est-ce qu'elles ont bien pu inventer pour me jouer un tour? Durant toute la soirée, je tentais de me creuser la tête afin de pouvoir déjouer les farces éventuelles qu'elles auraient pu mettre au point à mon issue. Mais mon esprit, partiellement comateux, ne parvenait pas à imaginer sur quel plan mes tendres adversaires allaient porter leurs attaques. C'est alors que me vint une idée. Je savais que le café avait certaines propriétés, entre autres celle de stimuler le système nerveux à un tel point que l'alcool par la suite a beaucoup moins d'effets nuisibles sur le cerveau. J'invitai donc Chantal et Yvette, avant de regagner notre hôtel, de prendre une dernière consommation à la terrasse d'un café sur la place du village. À cet endroit, je commandai 2 cafés. J'allais ainsi faire 2 expériences cette nuit-là. La première, l'alcool, même à petite dose, ne me convenait pas. Et la deuxième, le café me rendait haïssable et insupportable.
car arrivé dans notre chambre d'hôtel, j'allais harceler constamment mes partenaires. Elles étaient fatiguées par cette journée éprouvante et n'avaient qu'une idée, dormir. Elles voulaient m'en faire voir de toutes les couleurs, mais hélas pour elles, ce fut moi qui mouvementa leur nuit et non l'inverse. Car non content de rester éveillé pour suivre tous leurs faits et gestes, je poussai l'offensive jusqu'à les faire avouer leur plan d'attaque par des supplices manuels, mais néanmoins décents. Et finalement, ayant succombé sous les rires et à bout de force, elles devaient m'avouer. Mais c'était juste pour te faire marcher. On n'a jamais décidé de te faire quoi que ce soit. Si c'était uniquement pour me faire marcher, elles avaient plutôt bien réussi leur coup. Car je n'avais pas marché dans leurs allusions, mais plutôt galopé. Mais elles avaient aussi appris à leurs dépens qu'avec un cheval emballé, on ne peut jamais prévoir ses réactions.